Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que la vie vous sourit, que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler rapidement d'argent. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous parler en fait de la rémunération des coachs. Pourquoi? Comme toujours, ça fait partie de mon actualité, en ce sens que pour l'instant, j'entretiens un échange et un débat autour de cette question avec d'autres personnes dans la profession. Alors, je sais que pas mal de personnes abordent le coaching et les formations de coach dans l'espoir de s'enrichir ou dans l'espoir de devenir quelqu'un, d'être reconnu, d'être peut-être une vedette. Alors c'est vrai que ci et là, il y a des personnes qui en ont fait d'ailleurs leur spécialité et puis surtout ont fait un excellent travail, ils sont devenus très visibles sur le marché. Cela nous amène à différentes confusions, je pense, et c'est ça que j'aimerais bien souligner ce matin. Si nous parlons, pour évacuer cette question très rapidement, si nous parlons de la question de la visibilité, il y a de très beaux coachs qui sont très visibles dans les médias parce qu'on fait appel à eux, sur les plateaux de télévision, sur les plateaux radio, etc. Ce qu'il faut comprendre, et si j'en parle, c'est juste parce que c'est important si vous souhaiteriez devenir vous-même coach, c'est que l'exercice dans lequel ils sont sur ces plateaux est rarement un exercice de coaching. Ils ne sont pas en posture de coaching, ils ne sont pas occupés à pratiquer le coaching, ils sont occupés à pratiquer autre chose, qui est très bien, il n'y a pas de reproche par rapport à cela, mais simplement ayez conscience que ce n'est pas du coaching. Pourquoi j'en parle? Simplement parce que si vous avez envie de devenir coach parce que vous voudriez ressembler à ce que ces personnes font ou faire ce que ces personnes font, simplement ce n'est peut-être pas la bonne voie à suivre dans la mesure où la voie du coaching et la formation de coach ne va pas nécessairement vous amener à ça. Être coach est quelque chose de différent. Donc l'exercice que pratiquent ces personnes-là sur les plateaux, qui est un exercice tout à fait correct, j'ai pas de reproche à faire sur cela, simplement ce n'est pas du coaching et c'est pas de la pratique du coaching. Alors on est en développement personnel, c'est vrai, on est sur ces matières-là, donc elles restent quand même centrées sur des matières qu'elles ont tendance à fréquenter lorsque ces personnes sont effectivement coach et pratiquent le coaching dans le cadre de leur cabinet par exemple. Donc loin de moi l'idée de dire que ces personnes ne sont pas des coachs, simplement elles ne sont pas dans l'exercice de coaching au moment où nous les voyons ou au moment où nous les écoutons. Côté rémunération, pas mal de cabinets vendent quelque part l'idée que celui qui deviendra coach pourrait s'enrichir, pourrait en faire vraiment une profession et gagner sa vie. Alors, mettons les pieds dans le plat. Sur base d'un calcul simple, un jour j'ai évalué que juste la place de Casablanca ici au Maroc mettait sur le marché, bon an mal an, environ 600 nouveaux coachs. Il est tout à fait évident, il est tout à fait clair que ces 600 coachs ne vivront pas du coaching. D'ailleurs, beaucoup ne pratiqueront même jamais. Quelques personnes arriveront peut-être à survivre ou à en faire un métier. Les seuls qui gagnent vraiment leur vie dans le coaching sont souvent les écoles de coaching. Et encore, c'est pas toujours très simple de remplir ces quotas et de pouvoir composer des groupes de façon à avoir une promotion de coach chaque année. Donc c'est vraiment un travail commercial. Alors pourquoi pas? Et je ne dis pas que ça peut pas être utile, simplement, donc ça c'est un premier point de repère à avoir, je pense. Ensuite, il est souvent vendu des tarifs aux personnes qui ont envie de se développer comme coach. Souvent, on met en avant des tarifs qui ne sont certainement pas les tarifs du marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas certaines personnes qui demandent éventuellement ces tarifs et qui l'obtiennent, mais déjà ce sont des personnes déjà très expérimentées, très talentueuses, qui ont déjà formé leur clientèle, qui est souvent captive, et qui peuvent peut-être prétendre à ces montants. Et puis ça se fait parfois dans des contextes particuliers, comme le contexte d'entreprise par exemple, où c'est vrai que les tarifs peuvent être différents. Mais en même temps, faire rêver des coachs en devenir autour d'une rémunération qui n'est pas nécessairement celle du marché m'interpelle. Faire croire à des coachs qui sont en devenir, donc qui n'ont même pas encore d'expérience et qui n'ont pas encore de pratique, qu'ils pourraient demander plus que ce que demande un médecin pour une consultation, alors que ce dernier a fait entre 7 et 12, voire 15 ans d'études, m'interpelle également par rapport à la valeur ajoutée qui pourrait être apportée. Mon problème, c'est que finalement, à force de réfléchir en termes de rémunération et de rentabilité, ça pousse certains coachs à
développer, j'ai envie de dire, des pratiques professionnelles déviées. Qu'est-ce que j'entends par là ? Déjà, il faut partir de la façon dont moi j'ai tendance à comprendre le coaching. Pour moi, le coaching, l'objectif d'un coach, c'est de remettre le plus rapidement possible son client en autonomie et en action. Ça ne veut pas dire nécessairement l'accompagner jusqu'à la résolution de ses problèmes. Dès que la personne se sent autonome et capable d'avancer par elle-même, il est tout à fait juste et logique de la laisser avancer par elle-même, de la laisser seule et donc de clôturer le coaching. En fait, le coaching aura servi à dépasser un obstacle à un moment donné, ce qui est tout à fait correct. En fait, si je pousse à la caricature, si je devais parvenir en tant que coach d'accompagner efficacement mon client à la résolution de son problème en une seule séance, j'aurais super bien fait mon travail. C'est anti-économique, mais j'aurais fait superbement mon travail. Et je pense que si on devait avoir de la déontologie, c'est ce que nous devrions faire, c'est-à-dire œuvrer à remettre le plus rapidement possible nos coachés en autonomie et en action. Le problème, c'est que j'entends ci et là qu'il est enseigné d'autres approches qui sont beaucoup plus centrées finalement sur la rentabilité du métier de coach. Alors je ne dis pas qu'un coach n'a pas besoin de manger, là n'est pas du tout la question. Surtout s'il souhaite en faire une profession, il aura besoin de mettre quelque chose sur la table le soir pour nourrir sa famille. Mais en même temps, il y a plein de façons de voir cette question-là. Toujours est-il, les comportements divergents que je semble observer sont quoi ? Sont le fait de tirer sur les séances, de faire des séances suffisamment courtes, si bien qu'on est obligé de les multiplier. C'est de ne pas nécessairement travailler ce qui a besoin d'être travaillé pour allonger la sauce. C'est rendre le client captif en trouvant éventuellement d'autres problèmes, alors que si le client n'a rien demandé, nous ne devrions pas en principe et exercer une pression sur lui pour qu'il travaille sur des sujets qu'il n'a pas abordés. Bref, c'est de faire traîner la chose et de partir du principe qu'un coaching, c'est minimum 6 séances, 12 séances, j'ai déjà tout entendu. Non, un coaching se fait, selon moi, au fil de l'eau, et puis quand le client considère qu'il est en autonomie, qu'il est en action, il vient et il signale « ceci sera ma dernière séance ». Très bien, monsieur le client, et puis nous clôturons proprement son coaching et on lui rend sa liberté. Si ça a pris une séance, 2 séances, tant mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans certains cas, selon le désir du client et ses ressentis, que l'on puisse poursuivre jusqu'à 5, 6, 10, 12 séances. Ça peut arriver, bien sûr. J'ai des clients qui sont revenus, je veux dire, parfois même durant 1 an, et c'est moi qui ai dû à un moment donné leur dire, écoutez, on en reste là, je pense que vous êtes en autonomie et en action, il n'y a plus de raison de revenir. D'accord ? Donc c'est un peu tous ces travers-là que je déteste, et en tout cas par rapport auxquels je me positionne. Alors, quelle est ma pensée par rapport à tout ça ? Déjà, la première chose, c'est que concernant la tarification du coaching, je n'ai pas une tarification en coaching. Enfin oui, j'affiche bien un prix parce qu'il faut bien commencer à discuter de quelque part, mais je considère que si Dieu m'a donné, et là je vais rentrer en spiritualité quelques instants, si Dieu m'a accordé le talent d'être coach et le don d'être coach, ce don vient avec une responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'accompagner toute personne en souffrance qui serait en demande ou qui viendrait de me le demander, c'est de l'accompagner à aller mieux. Et ça ne dépend pas de son niveau de fortune. Or, si je commence à fixer des prix, voire des prix qui sont assez hauts, ça veut dire également qu'il y a toute une frange de la population qui ne peut pas avoir accès au coaching. Et ça, selon moi, ce n'est pas acceptable. Alors c'est vrai qu'il m'arrive de coacher des personnes qui sont nantis, qui sont aisées, puis à côté de ça, de coacher des personnes qui sont sans le sou. Et c'est vrai que je peux parfois demander cher à des personnes qui sont aisées, ce qui me permet de pouvoir mettre quelque chose sur la table et qui me donne également le temps et les moyens de pouvoir me consacrer à des personnes qui sont peu ou pas nantis. Et donc je pourrais très bien un jour travailler pour un œuf, un poulet ou même rien du tout simplement. Mais la personne qui est pauvre, qui vit déjà des choses probablement très difficiles dans sa vie, pourquoi n'aurait-elle pas droit à du coaching ou à être accompagnée ou être soutenue dans les épreuves qui sont les siennes ? Donc c'est plutôt ma philosophie. Alors c'est vrai qu'il y a besoin de mettre quelque chose à nouveau, il y a besoin de mettre quelque chose sur la table. Et donc après ça, on peut justement varier ces tarifs et les négocier au cas par cas.
Puis à la rigueur, si la personne souhaite en discuter, on peut toujours expliquer quelle est la philosophie à laquelle, qui nous motive, et de façon à ce qu'elle tire du sens peut-être aussi de la rémunération qu'elle va donner. Ça m'est déjà arrivé d'expliquer à des personnes plus nantis, écoutez, voilà, moi je souhaite travailler à ce tarif-là. Elle me dit oui, mais c'est très cher, et puis je leur explique le projet qui est derrière, et finalement beaucoup trouvent ça finalement très bien et assez logique. Ça fait partie de ma philosophie, ce sont les plus forts qui prennent soin du plus faible. Donc voilà un petit peu au niveau des rémunérations et puis de l'impact que ça peut avoir. Donc la rémunération quelque part est déjà une conséquence, hein, c'est la juste rétribution de notre talent, de notre professionnalisme. Quand on est un jeune coach qui démarre, on est utile à la société, c'est évident, mais en même temps on a encore beaucoup de choses à apprendre, et il est difficile, me semble-t-il, intellectuellement, de pouvoir prétendre être à des tarifs de 600, 800, 1000, 2000, 3000 dirhams, comme j'ai déjà pu entendre, ce qui sont des tarifs complètement hallucinants quand on sait qu'un médecin demande 200 dirhams, et éventuellement 300, 350 dirhams, et qu'il a fait 12 ans d'études. Donc, je veux dire, là, il y a des choses qui ne me paraissent pas logiques. Alors évidemment, un médecin, souvent, nous reçoit une dizaine de minutes. En coaching, on sera sur 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Bon, moi, j'ai plutôt des formats qui sont entre 1h30 et 2 heures. Je me sens bien dans ce type de format et je fonctionne comme ça. Mais beaucoup d'écoles, justement, poussent les coachs à n'agir que durant 45 minutes en disant, ben voilà, une séance de coaching, c'est 45 minutes. Et le coach en devenir prend ça comme étant une norme du métier, comme étant quelque chose qui est imposé. Non, je pense que chaque coach doit pouvoir choisir des longueurs de séance qui lui conviennent et qui lui permettent d'être efficace. Moi, personnellement, le format dans lequel je suis à l'aise, c'est entre 1h30 et 2 heures, et mes clients sont parfaitement à l'aise avec ça. Évidemment, j'ai un tarif qui est adapté par rapport à cela également, mais ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est toujours négocié avant que le client vienne, c'est négocié au moment de la prise de rendez-vous. Donc voilà un peu ma philosophie autour de ça. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Alors pourquoi j'en parle? Simplement pour rappel, nous ouvrons ici à Rabat une formation de coach à partir du mois de janvier. Cette formation de coach est ouverte à toute personne qui souhaite faire du coaching un métier, ou en tout cas qui a un projet professionnel autour du coaching. Donc ce n'est pas un cours de développement personnel où on vient régler des problèmes. C'est vraiment dédié à des personnes qui souhaitent pouvoir accompagner les autres et faire du bien aux autres. Donc c'est pour ça qu'il y a une sélection qui se fait et que nous ne prendrons probablement pas tout le monde en inscription, même si ce serait financièrement intéressant pour nous. Simplement parce que nous souhaitons vraiment former des coachs qui vont pouvoir être utiles à la société. Et je pense que ces axes de réflexion sont peut-être importants pour ces personnes qui se proposeraient d'embrasser la carrière de coach, ou en tout cas de faire du coaching un élément de leur projet professionnel, de réfléchir à ces critères qui, à mes yeux, sont importants en termes de déontologie, en termes d'intégrité. Donc pour quelles raisons font-elles ce métier? Si c'est pour s'enrichir, c'est probablement pas un bon objectif. Maintenant, qu'elles puissent s'enrichir de cela en conséquence des bonnes choses qu'elles font, ça c'est autre chose, je veux dire, c'est une conséquence heureuse. De toute façon, si je reviens 30 secondes en spiritualité, c'est Dieu qui me nourrit, donc j'aurai exactement ce que je dois recevoir, ou ce qu'il a prévu que je reçoive, plus ou moins qu'un autre, mais ça c'est lui qui décide. Par contre, ma responsabilité est de faire quelque chose d'utile de ce qu'il m'a donné, et des dons qu'il m'a confiés, parce que je pense qu'au jour du jugement dernier, il me parlera et dira « Oh ma créature, qu'as-tu fait des dons que je t'ai accordés? As-tu aidé celui qui était en souffrance et qui te l'a demandé, etc. » Et si je devais lui répondre « Écoutez, non, parce qu'il n'avait pas d'argent », je ne pense pas que ce serait une réponse appropriée ce jour-là. Donc, si je garde mon regard fixé là-dessus, ça oriente évidemment mes comportements, mes attitudes, mes choix, tout simplement. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Pour ceux qui souhaitent devenir coach, prenez contact avec moi, prenez contact avec Nourchia Bourtouri. Sur Facebook, sur le groupe dédié, vous allez trouver les coordonnées, le cas échéant. Sinon, contactez-moi ici en dessous de la vidéo. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, j'espère vous revoir très très vite. Soyez heureux, épanouissez-vous, et puis au plaisir de vous retrouver. À très très bientôt.